C'est OK pour toi. Eh ben, très bien, on va pouvoir commencer. Merci à toutes et à tous, vous êtes très nombreux, c'est un peu impressionnant pour moi à chaque fois. Nous allons aborder aujourd'hui dans les cadres des conférences Rennes Enjeu 2025 le thème de la transition énergétique. On vous propose comme titre « Jouer pour sauver la planète, vraiment ?» Face au dérèglement climatique et au-delà de la vulgarisation de l'information, les jeux peuvent-ils faciliter une transition énergétique? Avec moi aujourd'hui, Brendan Catherine. Brendan est responsable de l'unité climat-énergie à Rennes Ville et Métropole. Tu y travailles depuis près de 20 ans au sein d'un service d'une quinzaine d'agents aujourd'hui. Tu as débuté comme chargé de mission dans une équipe de 4 personnes et tu as vu les missions s'élargir progressivement. Tu es aussi joueur averti et fut un temps client de l'heure du jeu. Quant à moi, je suis donc Xavier Béret, je suis gérant de l'heure du jeu, bar à jeu à Rennes depuis 12 ans et je suis membre du jury Lysimagui depuis sa création en 2021. Par ma pratique de mise en jeu au bar à jeu, mais aussi par les réflexions menées au sein du jury, je suis attentif à comment le jeu de société peut être un vecteur d'éducation populaire, un vecteur de sensibilisation aux enjeux de société et un vecteur de conscientisation des publics opprimés. On vous propose donc d'explorer si et comment les jeux peuvent permettre une transition énergétique au-delà de la simple sensibilisation. On va tenter d'identifier de clés de compréhension, montrer les limites du jeu pour cela. On va également pointer des références pour illustrer notre propos. Nous tâcherons de faire attention à notre jargon, le jargon réciproque de la transition et du jeu. Et de rester ouvert bien sûr aux questions du public. On garde un temps en fin de conférence pour celle-ci. On a décomposé la conférence en 3 temps. Le premier, on va parler un tout petit peu de nous et de nos expériences et de pourquoi on est là à traiter ce sujet. On va évoquer le message de la transition énergétique et enfin des propositions de référence dans le jeu de société contemporain pour illustrer notre propos. Et je continue à garder la parole puisque c'est avec moi qu'on commence. Quelles sont mes expériences? Je vais commencer par parler du prix Lysimagui. Le prix Lysimagui, depuis 5 ans à Rennes Enjeu, est porté par le festival Rennes Enjeu, récompense des engagements dans le monde du jeu de société, aussi bien récompense des jeux de société que des structures, des auteurs, des maisons d'édition qui font preuve d'engagement pour transformer la société. Transformer la société d'un point de vue économique, écologique, environnemental, sociétal ou social. Son jury est formé de personnes issues d'un milieu professionnel ludique varié, une ludicaire, un ludothécaire, quelqu'un dans la presse ou dans les médias, des auteurs de jeux par exemple. Et on a récompensé ces 5 dernières années plusieurs lauréats, parmi lesquels des jeux traitant de la transition écologique ou énergétique, parmi lesquels des enjeux également, comme les éditions Opla, qui font preuve d'engagement dans les formes d'édition et surtout dans la fabrication de leurs jeux. Au sein de ce jury, on a pu se questionner longuement sur quelle est la possibilité pour les jeux de porter des messages, de traiter des sujets, d'être impactants auprès des publics qui reçoivent le jeu et comment ils permettent de transformer la société. Tous ces débats qu'on a pu mener au sein de cette expérience ont pu, chez moi, développer une sensibilité particulière à l'usage du jeu vecteur d'information, vecteur de transformation. Au-delà de ça, on a pu s'interroger également sur ce qu'était un jeu, notamment avec Brendan, alors au sein du jury, mais aussi dans la préparation de cette conférence. À un moment donné, on aborde la fresque du climat. Et dans la fresque du climat, on aborde, comment dire, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que vous avez peut-être déjà pu faire cet atelier? Oui, il y a plusieurs oui dans la tête, dans la salle, pardon. On a
dans la fresque du climat, un atelier qui nous est proposé souvent dans le cadre de l'entreprise, mais pas toujours, ou de l'université, ou d'ateliers de formation, sur les grands enjeux et les grands systèmes de dérèglement du climat et l'impact des gaz à effet de serre. C'est ça, c'est ça. Et on s'est posé la question, mais est-ce un jeu ? Alors on est revenu sur les définitions universitaires de qu'est-ce qu'un jeu, on est revenu sur les définitions des dictionnaires de ce qu'est un jeu. Là je vous propose le Pentagone ludique de Gilles Brougère, qui aborde des caractéristiques qui permettent de déterminer ce qu'est un jeu et ce qui ne l'est plus. Il faut savoir qu'en français, le mot jeu recoupe à la fois le moment de jeu que l'objet jeu. Et les deux sens sont pourtant pas tout à fait le même. Les deux comment dire, définitions ne se recoupent pas tout à fait, ce ne sont pas les mêmes choses. Et pour autant, c'est le même mot dans notre langue. Ce qui peut engendrer de la confusion parfois. Mais de quoi on parle ? Donc les universitaires s'y sont longuement penchés dans les Game Studies. Je vous invite, donc on ne va pas détailler l'ensemble des définitions. Je vous invite à revoir les conférences de l'an dernier et de cette année de Rennes en jeu, notamment celle de Henri Karmarek qui aborde le jeu de société et ses définitions et ses codes, ou encore celle qui a eu lieu hier après-midi dans le cadre des conférences 2025 avec Vinciane Zaban et Vincent Berry, universitaires à Paris 13, sur le jeu de société, objet de recherche. Je ne vais donc pas aller beaucoup plus loin. Mais du coup, la fresque du climat, jeu, pas jeu ? Alors, jeu, pas jeu. Au sein du jury Les Imagui, dans ce qu'on a essayé de définir comme objet de recherche, on est arrivé à un consensus en se disant que est un jeu ce qu'un émetteur et un récepteur considèrent comme un jeu. Si quelqu'un met en place un dispositif qu'il nomme jeu, et si les gens autour d'une table ou dans un dispositif quelconque considèrent qu'ils jouent à un jeu, alors c'est un jeu. Est-ce que la fresque du climat est un jeu ? Moi, personnellement, j'ai eu l'impression d'avoir un atelier de réflexion plus qu'un jeu. Peut-être que certains récepteurs ont joué à la fresque du climat. Pas moi. C'est OK pour tout le monde ? Très bien. Ça répond à ta question. Et carrément. Brendan, c'est à toi de parler d'un peu de toi et de ton expérience. Pas tellement mon expérience de joueur averti et irrégulier comme c'est écrit. Peut-être plus du cadre professionnel dans lequel je suis. Donc en tant qu'agent de Rennes Métropole, j'ai eu à travailler sur le plan climat de la métropole. Le plan climat air énergie territoriale, c'est le document stratégique de la collectivité qui fixe l'ambition de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour le territoire. Notamment, on traite aussi d'adaptation au changement climatique, on traite aussi de qualité de l'air, mais le sujet qui va nous intéresser là, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, de 2016 à 2018, j'ai mené le processus et écrit le plan climat qui est encore actuellement en vigueur, le plan climat 2019. Et depuis 2 ans, j'ai coordonné l'exercice d'élaboration du plan climat qui est passé en Conseil de Rennes Métropole jeudi. Donc c'est sa première présentation. Et il repassera au mois de septembre pour être formellement adopté. Et donc le plan climat 2025 qui est le nouveau cadre dans lequel on va rentrer pour les 6 ans à venir. Donc une des figures du plan climat, c'est la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre qu'on envisage pour le territoire sur désormais les 25 ans à venir, de 2025 à 2050. Et cette trajectoire, c'est pas juste tracer un trait sur un papier, c'est finalement un exercice très technique qui passe par un diagnostic des différents secteurs du territoire, secteurs d'émissions de gaz à effet de serre du territoire. Donc typiquement, les émissions liées au trafic routier, voilà, à combien elles s'élèvent, pourquoi,
qu'est-ce qui les provoque, les flux de véhicules, d'où viennent ces flux de véhicules? Est-ce que ce sont des déplacements des habitants à l'intérieur de la métropole? Est-ce que ce sont des déplacements de personnes qui habitent à l'extérieur et qui viennent travailler, par exemple, sur Rennes? Est-ce que ce sont les déplacements des gens qui font Paris-Brest? Enfin, voilà, le trafic de transit. Donc il faut vraiment bien comprendre le territoire. Et c'est la même chose pour les émissions du secteur résidentiel, des bâtiments tertiaires, des activités agricoles ou industrielles. Donc il y a une dimension très technique. Et puis derrière ça, il y a des hypothèses. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et à quelle vitesse ça va se réaliser? Et derrière un énorme fichier Excel, à la fin, on aboutit à une trajectoire potentielle. Et pour avoir fait l'exercice une première fois, j'ai vraiment réalisé à quel point c'était un exercice très politique. Parce que derrière les hypothèses que l'on rentre dans le tableur, finalement, il y a une vision du territoire, il y a une vision de la façon dont la société est susceptible d'évoluer. Et donc, il y avait cette volonté de sortir d'un exercice très technique pour élargir le cercle des participants à la réflexion et en favoriser l'appropriation, la compréhension. Et il se trouve qu'un collègue qui travaillait sur un autre sujet, le zéro artificialisation net, donc le fait de d'arrêter d'artificialiser les terres, tout en continuant d'accueillir de la population, donc autre sujet très complexe, avait développé ce qu'il a appelé un jeu, un petit mécanisme à base de Lego pour permettre aux élus de la métropole, aux élus des communes de la métropole de comprendre cet enjeu du zéro artificialisation net et la façon de le mettre en œuvre. Et comme ça a été bien approprié, bien accepté, mon élu et ma hiérarchie ont souhaité qu'on développe, qu'on utilise également le support du jeu sérieux, pour élargir l'appropriation de l'exercice de trajectoire de gaz à effet de serre. Donc on s'est prêté à l'exercice en se faisant accompagner par un bureau d'études et une personne avec des compétences en design. Et vous avez des photos de la pratique de ce jeu sérieux, avec deux façons de le vivre. La première photo, elle a été prise ici même, au couvent des Jacobins, dans le cadre de la conférence locale du climat au printemps dernier. Et l'expérience qu'on a proposée aux participants, c'est de vivre finalement la période 2025. On avait 6 tables qui jouaient en parallèle. Sur chaque table, il y avait les 3 secteurs mobilité, résidentielle et les bâtiments tertiaires. Et tous les quarts d'heure, je ne sais plus, je faisais le maître du temps. Attention, il est 2030, crise économique. Attention, il est 2035, crise climatique. Et donc, on avait une modification des règles du jeu pour la période de 5 ans qui s'ouvrait. Et tout ça, c'était très timé, c'était un peu stressant. Et on s'est rendu compte que les participants, au final, ils jouaient les cartes en regardant le poids gaz à effet de serre ou le coût de la carte ou la contrainte de tension sociale qu'on avait mis sur la carte, sans vraiment faire attention au fond de la mesure qui était proposée. Et donc finalement, l'expérience était intéressante, les participants étaient vraiment, on a eu des retours très positifs, mais ça ne correspondait pas à ce qu'on avait cherché à faire. Il n'y avait pas de réelle appropriation des mécanismes derrière la trajectoire. Et donc, on a, dans un autre cadre, là, on s'adressait à des élus et à des techniciens. On a utilisé le même matériel de jeu, mais avec une expérience de jeu complètement différente. Voilà, vous êtes en 2025 et vous devez planifier les 25 ans qu'il y a devant vous. Vous avez tout le matériel et il n'y a pas de règle. La seule limite, c'est qu'il faut que ça vous semble crédible. Il faut que la pose de cette carte vous semble envisageable à tel moment de la trajectoire et pas, c'est pas vous faites n'importe quoi. Il faut que vous puissiez défendre votre trajectoire vis-à-vis des autres partenaires de la table et éventuellement la présenter. Donc on a beaucoup plus responsabilisé les participants et ça les a obligés à prendre connaissance des cartes, à en débattre entre eux et finalement à assumer le fait de les poser à tel ou tel moment. Donc voilà, une expérience intéressante. On
je pourrais continuer à en parler, c'est pas forcément l'objet de la conférence, mais on s'est posé plein de questions sur finalement le coût social de telle ou telle mesure, et on voyait bien que ça n'avait rien d'évident et que derrière c'était des questions très politiques. Et le deuxième atelier finalement a amené des questions sur le véhicule électrique, jusqu'où, comment, est-ce qu'on y croit, est-ce que c'est souhaitable, et donc on a eu des débats politiques qu'on allait chercher, qu'on allait provoquer. Donc voilà, expérience concluante là-dessus. De l'an dernier, c'est ça? Pardon? C'était l'an dernier? C'était au mois de mai, ça. Au mois de mai. Ouais. Merci. J'espère que ça vous a éclairé sur nos expériences respectives. On va aborder maintenant le message. Le message, en élaborant notre conférence ces derniers temps, en élaborant notre conférence ces derniers temps, on l'a pas fait tout à l'heure, pas du tout. Ça fait plusieurs semaines qu'on y travaille. On a abordé la notion de éco-blanchiment, greenwashing, quel est le message dans les jeux? Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que les auteurs et les éditeurs des jeux y croient vraiment? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Et tu m'as proposé qu'on aborde les modèles de transition. Tu m'as évoqué le fait que finalement il n'y avait pas une solution, ce serait trop simple peut-être, mais il y en a plusieurs. Et on a abordé les scénarios, les 4 scénarios envisagés par l'ADEME dans le dispositif Transition 2050. D'abord, à quel objectif répond ces scénarios et ensuite quels sont-ils, Brendan? Oui, finalement, l'enjeu qu'on partage, c'est celui de viser à l'échelle planétaire la neutralité carbone à 2050. En gros, c'est l'équilibre entre les émissions liées aux activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre, et leur absorption par les milieux naturels, les océans les grands ensembles forestiers. Donc l'enjeu est qu'à partir de 2050, les sociétés humaines arrêtent d'amplifier ce phénomène de réchauffement climatique. Donc ça, c'est la finalité qui a été actée lors de la COP21 avec les accords de Paris et repris ensuite dans les règlements européens et par l'État français. À l'échelle territoriale, on parle plutôt de la juste contribution d'un territoire à la neutralité carbone. On ne va pas chercher la neutralité carbone de façon stricte à l'échelle de la métropole, par exemple. Et donc effectivement, il y a tout un tas de scénarios qui envisagent des scénarios de transition énergétique émis par RTE sur le volet électrique, le secrétariat général à la planification écologique, mais aussi des structures comme le Shift Project ou l'association Negawatt. Et l'ADEME a produit ces dernières années un travail tout à fait intéressant, à la fois très technique, mais aussi qui s'appuie derrière sur finalement des visions de la société, des visions du monde. Et je vais vous présenter succinctement les quatre scénarios de l'ADEME en partant de la droite. La droite, pari réparateur, finalement on pourrait le présenter de façon un peu rapide comme le monde selon Trump. C'est on change rien, surtout on accélère et on fait le pari que à travers le stockage du carbone, ça va passer. Les personnes, les experts qui ont élaboré les scénarios sont parvenus à poser des hypothèses où la neutralité carbone était atteinte en France en 2050 pile. Mais à quel prix? Aucune marge de manœuvre et on ne sont pas abordés les enjeux sur l'eau, sur les sols, sur la pollution de l'air et puis à quel prix social sur la santé humaine. Donc formellement, oui, ce scénario répond à l'objectif de neutralité carbone. Mais est-il souhaitable? Le numéro 3, technologie verte, c'est finalement la croissance verte. C'est de façon un peu schématique le modèle suivi par les différents gouvernements de ces dernières années. On fait le pari qu'on ne touche pas au système tel qu'il est, on met en place des technologies vertes, on les subventionne, on les facilite. Il y a un petit peu moins de consommation de viande, on essaye de faire un peu attention, mais globalement on ne touche pas à grand-chose. Il atteint la neutralité carbone un petit peu avant l'heure et les impacts sont un peu moins néfastes que le scénario 4. On a surtout un vrai changement avec les scénarios 1 et 2, à commencer par le 2, coopération territoriale,
où là, les modes de vie, la société finalement évolue. Et on a beaucoup plus de... c'est un sujet pour les territoires, pour les acteurs socio-économiques, pour la société dans son ensemble. La gouvernance est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus de coopération, et c'est un objectif en soi. Voilà, c'est pas le truc d'à côté, ça devient quelque chose d'important, et on commence à mettre en place des mesures dites de sobriété, où on joue sur les besoins sur lesquels qu'on a à satisfaire. Et le numéro 1, finalement, Génération Frugale, pousse le levier de la sobriété beaucoup plus loin, en l'imposant via des réglementations, voilà, c'est pas juste le bon vouloir des uns des autres, c'est on pousse ce curseur au maximum, et ça ouvre le débat sur jusqu'où est-on prêt collectivement à l'accepter. Et dans l'analyse des différents scénarios, le 1, notamment le 1 et le 2 également, permettent d'atteindre la neutralité carbone avec plus de marge de manœuvre et surtout moins d'impact sur les autres sujets de transition écologique, et peut-être proposent des projets de société potentiellement plus attirants pour certains. Voilà, il y a débat en tout cas. Voilà, le message qui me semblait important de faire passer, c'est que quand un jeu traite de transition énergétique, potentiellement, les auteurs s'inscrivent dans l'un de ces schémas-là et font des propositions qui peut-être puissent dans les 4, mais viennent de quelque part, d'un univers. Et ça ne veut pas dire que les autres univers potentiels ne sont pas légitimes. Voilà. Tout à fait. C'est exactement ce qu'on... Merci Brendan. C'est exactement ce qu'on s'est dit tout à fait. La légitimité des tenants de chacun des 4 scénarios, et que nous, en tant que joueurs ou joueuses, quand on reçoit le message, quand on joue le jeu, quels sont nos biais, qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme sujet, comme traitement de l'enjeu dans le jeu lui-même. Et ces biais de confirmation, à savoir, je trouve l'information que je voulais y trouver, il faut y prendre garde. Il faut faire attention à ne pas avoir de l'écloblanchiment facilement, là où, en fait, c'est un traitement légitime, mais juste différent de nos convictions. On tenait à le préciser, c'est peut-être important également sur ces sujets-là très politiques. J'enchaîne avec un deuxième gros morceau, à savoir les références. Donc on va aborder une dizaine de jeux de société. Une dizaine de jeux de société qui vont traiter des enjeux de transition énergétique, et on va tenter, Brendan et moi, de les positionner sur des niveaux d'engagement ou des curseurs d'intention. On va les expliciter à chaque fois. Ces curseurs d'intention et ces niveaux d'engagement sont issus d'un article de Homo Ludens paru dans Sciences du jeu numéro 19, qui s'intitule « Sensibilisation et conscientisation par le jeu ». C'est également un article et une échelle plutôt qui est reprise par Henri Karmarek dans un livre à paraître « Ce n'est qu'un jeu », que je vous incite à vous procurer dans les prochains mois. Ici, le curseur de l'intention et le niveau d'engagement n'est pas un niveau ou une échelle graduée de valeur. D'accord ? Il n'y a pas de mauvais jeu d'évocation et de bons jeux d'encapacitation. C'est pas ça la question. C'est pas mieux l'un que l'autre. C'est juste différent. On va les classer cependant sur une échelle selon la façon dont le jeu, mais en fait n'importe quel sujet, n'importe quel médium, traite d'un sujet. L'évocation, le climat est un décor. On l'évoque. La sensibilisation, le jeu va nous rendre sensibles, à une situation qui nous était préalablement méconnue ou partiellement connue. La vulgarisation, le jeu va nous permettre de réfléchir sur le sujet en apportant des éléments de compréhension. La persuasion, le jeu va provoquer une réaction émotionnelle, presque viscérale. La conscientisation. Ici, le jeu va chercher à développer une conscience politique de l'oppression. Et ici, le mot oppression va être important.
Et enfin, l'encapacitation, le jeu va nous donner les moyens d'agir et de dépasser l'oppression. Sur ces deux items, conscientisation et encapacitation, Homo Ludens s'appuie notamment sur toutes les théories du théâtre de l'opprimé, qu'on par ailleurs utilisées donc dans le milieu théâtral, qu'on peut imaginer en jeu de société, le jeu étant aussi très proche finalement du théâtre, dans lequel les joueurs sont les acteurs du jeu. On va revenir sur chacune de ces définitions dans les points suivants. Et donc les références. On a dit qu'on allait évoquer des références, oui, mais lesquelles? Pardon. Ici. On en a quelques-unes. Est-ce que déjà, à main levée parmi vous, il y a des jeux, des sujets que vous avez déjà joués, peut-être au cours du festival, peut-être avant? Ouais, quelques-uns. Ça lève la main. Ok. Vous ont-ils transformé? Vous ont-ils appris des choses à main levée? Oui, moyen? Un peu oui, un peu moyen. Ok. Donc pour chacun de ces jeux, on s'est interrogé. On a essayé d'y jouer quand on a réussi à se les procurer. Ou alors on a fait appel à nos souvenirs. En tout cas, on vous propose, tous les deux, de positionner ces jeux sur l'échelle qu'on a vue précédemment. Très bien. On commence par l'évocation. Donc l'évocation, on l'a dit, on est sur un niveau d'engagement qui permet de, comment dire, on évoque le thème de la transition énergétique. On a choisi pour évoquer ce curseur-là deux jeux assez différents, plus ou moins récents. Sauve ta planète, qui est un jeu de Richard Champion, édité en 2019 par Topi Game. C'est un jeu de QCM, donc de quiz à choix multiples, dans lequel les joueurs et les joueuses vont tenter de transformer les modes de production énergétique d'un continent. On va avoir une carte de départ, un objectif individuel, dans lequel, par exemple, je devrais faire en sorte que les modes de production éoliens soient majoritaires en Asie. On ne sait pas s'il y a du vent en Asie, le jeu ne le questionne pas, et c'est ainsi. On va devoir pour cela répondre à des questions. Je ne sais pas si vous les voyez pas forcément, mais par exemple, lequel de ces arbres produit des fruits comestibles? Le marronnier, le châtaignier ou le hêtre? Si on a la bonne réponse, on peut transformer notre vilaine usine à charbon en éolienne. Pardon, je vois des sourires dans la salle. Alors, oui, on pourrait dire que c'est assez faible, en effet. Cependant, le jeu évoque la transition énergétique. On va remplacer, dans les faits, sur la planète, des modes de production par d'autres, de façon à ce qu'elles soient moins carbonées, voire plus carbonées du tout. Ça répond à l'enjeu. Par contre, ici, on va trouver peut-être que dans les mécaniques du jeu, c'est assez insatisfaisant de répondre à une question en choix multiples pour cela. Non ? Oui, et puis est-ce qu'on s'en souvient après? Est-ce qu'on apprend quelque chose sur le sujet? Pas sûr. Catan Energy. Catan Energy, lui, est sorti cette année, enfin en 2024. C'est un jeu de Benjamin et Klaus Tauber qui revisite notre traditionnel colon de Catan dans une nouvelle mouture. Alors, on l'a ici, dans laquelle vous pouvez jouer, si vous le souhaitez, dans lequel c'est un très bon Catan pour ceux qui aiment Catan, il n'y a pas de souci, dans lequel on va introduire une nouvelle ressource en plus de celle précédemment utilisée, à savoir l'énergie. On va devoir donc dans nos villes mettre en place des dispositifs de production d'énergie afin d'en disposer et de mener à bien des projets pour avoir des points de victoire, exploiter les ressources toujours plus présentes sur notre petite île de Catan. C'est un jeu dans lequel on va avoir des choix de quel type de production d'énergie on va pouvoir faire. Nos fameuses usines de charbon qui sont moins chères que les usines utilisant les ressources naturelles, par exemple les renouvelables. Ici, il y a peut-être d'ailleurs un petit parallèle à faire. Ce jeu est vendu plus cher que le Catan pas énergie. Oui, comme finalement c'est peut-être
mise en abîme entre le jeu lui-même et le temps de jeu. On a quelques points forts quand même dans ce jeu, puisque finalement on va traiter du sujet des enjeux de production d'énergie, ce qui n'était pas le cas dans le Catan traditionnel. Cependant, on peut noter que l'ajout de mécaniques complémentaires ne va pas résoudre ce qui fait de Catan un jeu assez ancien. La gestion des productions aléatoires, la vision très colonialiste et capitaliste du jeu, les ressources à l'infini dont on dispose en tant que joueur ou joueuse, la vision assez compétitive des enjeux pour posséder les terres et les exploiter avant les autres. Non, ça n'est pas résolu. Encore une fois, attention à nos biais de confirmation. Tu veux aborder le jeu, peut-être? Pardon. On n'y a pas joué, on avait un temps restreint et on n'a pas choisi celui-là. On n'a pas choisi celui-ci. L'ajout de nouvelles mécaniques ajoute également une deuxième faiblesse, ou une faiblesse supplémentaire, sa longueur. Et il est à noter sur les avis en ligne qu'on peut trouver et sur les articles de presse que finalement, en ce jeu, beaucoup de critiques nous font part du souhait de la fin de partie. Et quand on souhaite la fin de la partie, c'est que peut-être elle est trop longue. La sensibilisation. Le point suivant, le curseur suivant dans notre échelle, c'est rendre sensible une situation préalablement méconnue. Comment on va permettre, par les mécaniques et par le contenu thématique, d'aller au-delà de la simple évocation et de permettre d'apporter du contenu aux joueurs et aux joueuses. Une adéquation fine également entre les mécaniques de jeu et le contenu et le référentiel qu'ils proposent. Avec la gestion de ressources, des défis à réaliser par exemple, on peut évoquer aussi à travers ces jeux une notion qu'on a pu peut-être aborder rapidement avec les exemples que tu as fait toi dans ton parcours de dévitalisation du thème. Ici, on va revenir sur ces jeux-là, mais l'un des risques sur ces jeux-là, notamment Climato ou Ecopolis qu'on va présenter, c'est qu'au final, au cours de la partie, on ne voit plus que des cubes de couleurs, que des icônes ou que des mentions. La dévitalisation du thème, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est une notion qui a été introduite dans les Game Studies, notamment par Romain Pichon-Sainte, dans son mémoire de Master Sciences du jeu, qui est disponible en ligne, et sur lequel je me suis appuyé pour construire cette conférence, donc à minima je le mentionne, comme une ressource disponible en ligne. Mais revenons précisément sur ces trois jeux. Climatic Tac, édité en 2021 par Vio Viva, pas d'auteur connu puisqu'il est produit par les éditions de Viva ont conçu le jeu eux-mêmes. Climato, un jeu de Johan Brogol, édité en 2020 et édité par Subverti, et Ecopolis de Sylvain Attès, édité en 2023 et édité par Sly Frog. Il faut noter que ces trois jeux, c'est peut-être pas un hasard, sont édités par leurs auteurs. Peut-être que les maisons d'édition classiques sont peut-être frileuses ou ont été frileuses à éditer des jeux traitant des transitions énergétiques et des sujets politiques. En tout cas, Climatic Tac, pour celles et ceux qui y ont joué, il y en a? Non, c'était un peu plus ancien, 2021. Climatic Tac est un jeu pour les plus jeunes, notamment à partir de 8-10 ans, sur lesquels on va pouvoir être à minima sensibilisé sur les enjeux de changement climatique. C'est un jeu donc familial, je l'évoquais, dans lequel on va avoir des défis à relever. C'est un jeu coopératif dans lequel on va devoir mimer, dessiner ou faire du bouche à oreille et donc mémoriser des informations. C'est un jeu dans lequel on va évoquer des choses un peu plus engageantes que dans le jeu qu'on a pu évoquer précédemment, Sauve ta planète, avec des réels défis et des réelles actions à mettre en place. Alors, on peut évoquer le traditionnel couper le robinet quand on se lave les dents, ou encore éteindre la lumière quand on quitte une pièce, mais ça peut aller au-delà.
c'est également un jeu dans lequel on va avoir des risques et des menaces sur les villes du monde, des aléas qui vont être introduits en jeu, des aléas liés notamment aux catastrophes naturelles, mais également aux crises systémiques qui peuvent survenir à travers la planète. Et on va chercher à, en réussissant nos défis, empêcher ou limiter l'arrivée ou les effets de ces crises et de ces aléas. On reste sur un jeu accessible pour les plus jeunes, 8-10 ans, et donc il faut aussi se remettre dans cette échelle. Climato Ecopolis est un jeu par contre, là pour le coup, plus grand public et notamment jouable entre adultes, dans lequel on va développer des villes, construire des bâtiments pour marquer des points de victoire. Pour cela, dans le premier Climato, on va devoir choisir ses modes de production énergétique pour payer le coût de nos cartes, qui vont engendrer parfois des pollutions, alors que dans Ecopolis, on va avoir 3 monnaies, une monnaie très économique, une monnaie énergétique et une monnaie d'acceptabilité sociale. Dans ces jeux, on va avoir des limites au nombre d'énergie disponible pour chacun. Donc les limites naturelles de la planète finalement sont retranscrites en jeu. Et on va également avoir des effets de compétition et d'interaction entre les joueurs. Dans le premier Climato, la pollution que je vais générer va impacter mes voisins. Dans le second Ecopolis, les bâtiments que je vais produire vont générer des gaz à effet de serre ou en absorber. Et in fine, ça va faire monter la température et si elle atteint un plafond, on a tous perdu. Oui. Dans ces 2 jeux-là également, des aléas qui vont arriver, des aléas qui vont transcrire en jeu les situations et les dérèglements de la planète et du climat. On a pu jouer à Ecopolis ensemble. Est-ce que tu veux un mot peut-être ? Oui, peut-être un des points de vigilance sur ce genre de jeu, c'est les messages que ça véhicule. Et bon, voilà, c'est une adaptation dans un cadre ludique, mais de croire qu'une épicerie bio permet d'absorber des gaz à effet de serre, voilà, pour un public qui serait un peu trop premier degré, c'est problématique. Après, si on lève l'incrédulité et qu'on est dans un cadre de jeu, pourquoi pas ? Merci pour cette précision. Même si on l'a bien évoqué ensemble quand on a joué, on est revenu sur certaines cartes, certains schémas. Ouais, et puis il y a peut-être la notion d'échelle de feedback. Là, on est à l'échelle d'une ville et on a le thermomètre global des émissions de gaz à effet de serre. Dans un jeu qu'on évoquera tout à l'heure, on est à la bonne échelle planétaire avec le réchauffement climatique. Là, à l'échelle d'un territoire, l'image du thermomètre fonctionne, mais le feedback n'est pas aussi évident. Donc, Le point suivant dans notre graduation qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la vulgarisation. La vulgarisation nous permet de faire réfléchir les joueurs et les joueuses sur le sujet en apportant des éléments de compréhension. Ici, l'important, c'est vraiment de véhiculer de l'information, certes, mais surtout de la compréhension. Et donc, on va augmenter en niveau de connaissance, si je peux le dire simplement. On a choisi 2 objets de jeu très différents pour le coup. Carbonique, un jeu de Axel Gay, Clément Reynaud et Guillaume Pacula, édité en 2021 pour sa première version par Eclap Édition. Je parle de première version puisque régulièrement, Eclap Édition produit des nouvelles versions mises à jour dans ses données scientifiques, puisqu'elle s'appuie sur des scientifiques et des productions pour affiner toujours et améliorer le diagnostic du jeu. Et puis Daybreak, un jeu de Matt Leacock et Matteo Manepace, édité en 2024, donc très récemment, par CMYK, je vais le faire à la française, lauréat notamment du Kennerspiel, du prix Les Imagui 2025, et lauréat, enfin pas lauréat, mais pardon, mais je perds le mot. Nommé, merci, nommé aux As d'Or en catégorie expert pour l'édition 2025. On va revenir un tout petit peu pour préciser ces jeux. Carbonique, l'échelle qui est choisie, c'est l'échelle individuelle. Dans ce jeu compétitif, on va choisir des cartes selon un système de draft pour faire des choix de consommation, d'alimentation, de transport, de mode de travail.
Dans ce jeu, les choix qu'on va pouvoir faire vont avoir un impact et vont impacter donc notre bilan carbone individuel. On est vraiment sur une échelle micro, les choix individuels qu'on peut faire. Tandis que dans Daybreak, on est sur une autre échelle totalement. Là, on est dans un jeu coopératif dans lequel on va chercher, en incarnant des grands ensembles, la Chine, les États-Unis, l'Europe par exemple, on va chercher à mettre en place des politiques systémiques globales et locales pour modifier les sociétés, les modes de production, réduire les gaz à effet de serre d'un point de vue global et mondial. On va également avoir des boucles de rétroaction. Comment les gaz à effet de serre vont faire augmenter la température, comment celle-ci du climat, comment celle-ci va impacter les différentes échelles représentatives du climat, la déforestation, la désertification, l'acidité des océans, et qui elle-même va engendrer des crises environnementales, encore une fois, les inondations, les grands incendies, etc., mais aussi sociales, les guerres, les famines, les migrations, ou économiques, avec le lobby des industries pétrolières, par exemple, ou des industries financières. Tout ça est en jeu. On peut ici aborder peut-être cette dichotomie, ces deux échelles, ces deux points de vue différents qu'abordent ces deux jeux, peut-être. Oui, dans les deux, ce qui est important, c'est qu'on est à une bonne échelle. Les deux sont intéressantes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Dans Carbonique, l'enjeu, c'est son empreinte carbone personnelle, c'est son karma carbone en quelque sorte. Et finalement, tout le matériel, tout le processus de jeu est bien calibré pour ça. Et l'intérêt de ce jeu-là, c'est que, à la différence peut-être des quiz qu'on évoquait, comme c'est notre échelle, comme c'est notre vie quotidienne, potentiellement, on peut en retenir quelque chose. À titre personnel, j'avais pas forcément en tête que l'impact carbone du café était au moins 10 fois plus que celui du thé. Bon, voilà, ça peut paraître anecdotique, mais c'est mon échelle de vie quotidienne, et en ça, le jeu répond à une problématique, à une situation, et c'est pas déplaisant. Le côté compétition fonctionne bien, et on peut un peu pourrir le jeu de l'adversaire. Donc il y a à la fois aussi le côté ludique fonctionne, on apprend des choses, donc c'est plutôt un bon équilibre. Mais ce qui est en jeu là, c'est uniquement notre empreinte personnelle. Ça va pas au-delà. À la différence de Daybreak, où là, cette fois, les enjeux sont mondiaux, mais du coup, soi-même, on ne sera jamais une grande puissance. Et donc, qu'est-ce qu'on en apprend? Qu'est-ce qu'on en retire? Peut-être le fait que la coopération est indispensable, que si tout le monde ne va pas dans le même sens, au final, tout le monde perd. Ce que j'ai trouvé très intéressant avec ce jeu, c'est les phénomènes d'emballement. Alors, cher à Matt Leacock, qu'on connaît avec Pandémie, mais voilà, là ça fonctionne vraiment très bien. Et puis là où on peut se sentir concerné, c'est que dans l'expérience ludique qu'on a eue, on assiste, quand on perd, finalement relativement impuissant à la dégradation de la planète, à ces phénomènes d'emballement qu'on n'arrive pas à contenir. Et là, il peut y avoir un engagement émotionnel. Là, on peut se dire, bon sang, mais c'est pas possible, voilà, c'est hors de contrôle. Et là, on est engagé potentiellement, enfin, ça dépend des joueurs, ça dépend des contextes, mais potentiellement, on peut être engagé émotionnellement dans ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Un des reproches qui est fait à Daybreak, il est sorti assez récemment en français, mais il est disponible déjà depuis le printemps dernier, c'est que finalement, il n'est pas si dur de gagner. C'est que finalement, à la 3e ou à la 4e manche sur 6, les joueurs et les joueuses ont gagné le pari d'absorber plus, enfin que la planète absorbe plus de gaz à effet de serre que les grands ensembles en ont émis. Moi, j'ai envie de questionner sur le fait que oui, on a gagné, mais à quel prix, à quel coût, combien de projets on a mis en place dans nos structures et comment la coopération entre les grands ensembles a été efficace. Et dans les parties dans lesquelles la coopération est bridée ou limitée, gagner est nettement plus dur.
Voire impossible. Voire impossible. Et là, on voit les effets d'emballement, on voit le mur arriver et on le prend. Ici, on peut peut-être questionner la façon dont les auteurs et l'éditeur ont réussi à mettre en jeu, non pas finalement, c'est simple de gagner, mais il est peut-être nécessaire de gagner en s'y prenant vite, massivement, tous ensemble. Oui, et ça fait bien le job. Moi, en tant que personne dont c'est le cadre professionnel, j'ai vraiment été séduit par la qualité des cartes, du matériel de jeu. Chaque mesure est vraisemblable, relativement bien expliquée. Et même si peut-être au bout de la 3e ou 4e partie, on fait un peu moins attention au fond, lors de la première partie, voilà, il y a des cartes sociétales, voilà, il y a ces visions du monde qu'on évoquait tout à l'heure. Et il y a des cartes aussi de stockage carbone, oui, mais elles demandent un investissement massif. Donc ça veut dire que si on fait du stockage carbone, on ne fait pas autre chose à côté. Donc est-ce qu'on fait ce pari-là? Enfin voilà, ça crée des dilemmes intéressants. Et c'est aussi le côté responsabilité, c'est aux joueurs de faire ses choix, d'expérimenter, de mesurer s'il veut plus favoriser finalement la protection de ses populations ou au contraire des technologies. Voilà. Et en tout cas, effectivement, il y a des impératifs, c'est qu'il faut absolument décarboner les consommations d'énergie. Donc il faut absolument passer tous les cubes noirs en cubes verts, on n'a pas le choix, et tout en veillant à répondre aux besoins des populations. Sinon, voilà, des populations en crise finissent par limiter notre capacité d'action. Donc il y a vraiment ces mécanismes de feedback qui sont tout à fait intéressants. Mais encore une fois, on est à l'échelle planétaire. Et donc, voilà, le fait de jouer à ces deux-là, moi, m'a questionné sur notre échelle, mais j'anticipe. On y revient, voilà. Tout à l'heure. Merci. On est sur le nouveau point ici, la persuasion. La persuasion, on va faire un tout petit détour encore, mais c'est un curseur où on va chercher à provoquer par le jeu une réaction émotionnelle forte. En quelque sorte, susciter la colère, l'indignation qui va permettre la transformation du monde plus tard. On n'apporte pas les clés, on va juste générer le moteur. Ici, on prend un exemple qui n'est pas un jeu édité. On n'en a pas trouvé. Et oui. Amazonie est un jeu d'Antoine Tissot, donc, qui n'est pas édité, qui cependant a été finaliste du concours créateur de Boulogne-Billancourt en 2023 et qui a été lauréat des concours créateurs du Flip, donc le festival de jeux de Parthenay, à l'été 2024. C'est donc un jeu qui a été joué par des joueurs et des joueuses, par le grand public et par des professionnels du monde du jeu qui l'ont suffisamment accepté, intégré, accueilli pour le primer. Amazonie est un jeu asymétrique dans lequel on joue tous contre un ou contre une. Les joueurs, dans leur majorité, vont jouer les exploitants qui vont chercher à faire pousser du soja, voire de la coca, élever du bétail dans la forêt amazonienne. Et pour cela, les arbres gênent un peu. Tandis qu'une seule personne va jouer autour de la table le protecteur. Cette personne va chercher à protéger la forêt amazonienne en incarnant une sorte d'entité ancestrale, mobilisant les animaux, les populations locales, les divinités. Elle va également pouvoir mettre des lois et des interdits liés par exemple aux grandes lois mises en place pour la protection de l'Amazonie. Ici, on est sur un jeu qui va, pour les exploitants, nécessiter de couper du bois, de repousser des populations, de planter du bétail, d'élever du bétail ou de planter du soja sur les nouvelles terres arables. On est sur un jeu qui engendre un bouleversement. On a deux photos ici sur le diapo, la mise en place initiale et une mise en place en cours de partie. On voit les disques verts représentant les arbres
de moins en moins présent. Et au cours de la partie, les exploitants vont pouvoir gagner de l'argent. Et grâce auquel s'équiper de nouveaux outils et surtout de signes extérieurs de richesse, une belle voiture, un jet privé ou un club de foot. Ce qui va nous permettre de finalement gagner la partie. Mais est-ce qu'on la gagne vraiment? Et c'est ça qu'interroge le jeu. Quand on joue le protecteur, on va voir, on va subir intrinsèquement la perte de notre apogée, de notre forêt, de notre population. On va voir les lois bafouées régulièrement par les exploitants. Puis les exploitants eux-mêmes, qui s'enrichissent à ce détriment-là, finalement vont vivre une asymétrie, une réaction intrinsèque, enfin intérieure, un inconfort. Est-ce que j'ai vraiment gagné? Et c'est ça que provoque le jeu. Tu veux réagir? Non, potentiellement, ils vont le ressentir. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté, mais... Alors je fais un tout petit détour pour présenter l'abusive game design. L'abusive game design, c'est théorisé par Douglas Wilson et Miguel Sicard. Ça désigne des jeux qui placent les joueurs et les joueuses dans des situations inconfortables, les forçant à affronter des dilemmes psychologiques, sociaux ou éthiques. Cela passe notamment par des mécaniques injustes, des déséquilibres intentionnels ou des tensions morales fortes. Je ne vais pas détailler l'abusive game design, je renvoie à nouveau à une conférence Rennes en Jeu 2024 et Rennes en Jeu 2025, dans lequel Henri Karmarek le développe largement et donne de nombreuses références et des exemples d'abusive game design. Cependant, j'aimerais rapprocher Amazonie de ce courant de pensée-là, ou de cette théorie-là. Je ne suis pas sûr qu'Amazonie réponde totalement aux définitions de l'abusive game design. Cependant, par les tensions morales fortes, par cette mécanique tellement asymétrique, et notamment par la réaction viscérale que peut provoquer ce jeu, je pense qu'il n'en est pas si loin. Je ne peux que vous souhaiter de vous rapprocher de son auteur pour planifier des parties et de militer pour que celui-ci soit édité par des éditeurs courageux. Alors, on n'y a pas joué, mais moi je trouve Ensemble. On n'y a pas joué ensemble, mais je trouve le mécanisme intéressant de finalement le titre de la conférence jouer pour sauver la planète. Qu'est-ce qu'on attend des jeux en question? Si on attend un déclic pour passer à l'action, alors le fait de vivre une expérience insupportable et inconfortable peut rentrer dans cette logique-là. On se met en mouvement quand on vit quelque chose d'insupportable. C'est un des leviers, c'est pas le seul bien entendu, mais ça peut être un des leviers. Donc je trouve que c'est un sillon intéressant à explorer en tout cas. On arrive sur les derniers niveaux de l'échelle. Souvenons-nous-en. Et ici, on est sur les niveaux de conscientisation et d'encapacitation. Les deux, je le disais, font référence à l'article de Homo Ludens dans les sciences du jeu, et notamment sur les théories du théâtre de l'opprimé, donc dans le milieu théâtral. Ici, la conscientisation permet de développer chez les joueurs et chez les joueuses une conscience politique de l'oppression. Finalement, prendre conscience qu'on est opprimé. Dans le second cas, l'encapacitation, ça permet de donner les moyens d'agir et de dépasser l'oppression. Ici, l'idée va au-delà, elle permet de donner aux sujets de cette oppression, aux personnes sujettes de l'oppression, des actions, des outils, de s'équiper, de s'encapaciter pour la dépasser, à minima d'un point de vue individuel, voire d'un point de vue collectif. On n'est pas là pour renverser l'oppression, pour que l'opprimé devienne oppresseur. On est là vraiment pour réduire, voire supprimer l'oppression. Je vous renvoie également, j'aime bien vous renvoyer aux conférences, mais également aux articles sur les sciences du jeu dont j'ai évoqué tout à l'heure. Dans l'article est évoqué plusieurs jeux qui peuvent y répondre. Pour notre part, sur le sujet dont on traite, à savoir la transition énergétique, nous n'avons pas trouvé de jeu
selon nous, qui nous permettent de conscientiser l'oppression, voire de nous incapaciter pour la dépasser. Cependant, quand on a préparé la conférence, il y a des échanges qui nous ont nourris, qui nous ont animés, et sur, mais finalement, est-ce qu'on est opprimé ? Parce que pour dépasser l'oppression, il faut qu'il y en ait une. Et sinon, on ne pourrait pas la dépasser. Et quand on a échangé à ce sujet, tu m'as évoqué, Brendan, quelque chose qu'on appelle les groupes d'études, c'est ça ? Pardon ? Les focus group. Oui, dans la préparation du plan climat 2025 que j'évoquais en introduction, on s'est attaché à travailler avec quatre groupes particuliers dont les points de vue nous semblaient intéressants pour ne pas passer à côté d'enjeux. Et donc il y a eu des échanges qui ont été organisés avec des jeunes, avec des personnes en situation de précarité, avec des gens qu'on a qualifiés de carbone contraint, dans le sens où ils sont contraints, par exemple, de prendre leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, quand bien même ils souhaiteraient faire différemment. Ils n'en ont pas la possibilité. Et la dernière catégorie avec qui on a échangé, ce sont des personnes plus à l'aise, dit des CSP+. Et on voit bien que les capacités d'agir de chacun, l'impact du changement climatique sur chacun est différent. Et donc, on a des inégalités de fait. Mais les questions que ça pose derrière, c'est la question des échelles. Voilà, échelle individuelle, l'échelle des groupes sociaux, et la question du feedback. Si, quand bien même moi je change ou on est quelques-uns à changer, est-ce que ça change vraiment le jeu global, quoi. Et ça nous a amené dans les échanges qu'on a eus à se dire finalement quelle est l'échelle sur laquelle on pourrait nous se sentir concernés, avoir potentiellement un impact, et que l'effet de feedback soit intéressant. On évoquait l'échelle individuelle avec l'empreinte carbone, on évoquait l'échelle des grandes puissances, et est-ce qu'il y a un entre-deux sur lequel on pourrait se sentir engagé ? Et on s'est mis à imaginer finalement des scénarios où pourraient se voir s'affronter par exemple des milliardaires qui posséderaient des grands groupes de presse, des gouvernements ou des militants écologistes, et ce qui serait en jeu, ça pourrait être l'opinion publique. Et là, les stratégies qui seraient jouées, qui seraient les mécanismes qui pourraient être mis en jeu, finalement viendraient illustrer des choses dont on est potentiellement victime, ou sur lesquelles on peut agir ou auxquelles on peut contribuer. Donc voilà, on a essayé, en tâtonnant bien sûr, mais de se dire quelle pourrait être l'échelle qui pourrait nous engager, sur lesquels les mécanismes, on pourrait finalement aller chercher des mécanismes d'incapacitation pour analyser et finalement ressortir en ayant finalement testé des leviers d'action. Voilà. Sur les focus group en carbone contraint au précaire, on a également donc évoqué cette niveau d'échelle, mais qui ne serait pas forcément le même, où on pourrait se placer non plus en question individuelle, mais sur une notion de foyer, famille, ou encore résidence, immeuble, lieu de vie. Comment on peut effectivement à ce niveau-là expérimenter des situations, voir dans quelle mesure, ou percevoir dans quelle mesure on peut être soumis à une forme d'oppression sur notamment de passoires thermiques ou autres. Oui, et puis alors moi, par des formations professionnelles, le cadre de l'échelle du territoire me parle beaucoup. Et là, je ne sais pas si on peut parler d'oppression, mais en tout cas de contraintes. Elles existent pour les différents groupes sociaux, mais aussi pour la collectivité qui peut avoir un rôle pivot, mais qui ne peut pas tout. C'est pas parce que, comme dans un jeu, on joue une carte que magiquement des logements se rénovent ou des énergies changent. Voilà, tout ne se décrète pas, et c'est là peut-être une des limites du jeu par rapport à la complexité de la réalité à laquelle on est confronté. Sur la dizaine de jeux qu'on a évoqués tout à l'heure, qu'on a présentés en milieu de conférence, il en reste un. Il en reste un qu'on n'a pas positionné sur l'échelle, et pourtant on est venu au bout de cette échelle. Celui-ci,
c'est In Extremis, un jeu de Juan Rodriguez et Julien Protière, édité en 2024 par les jeux Hopla. Et c'est un jeu, alors pour le présenter rapidement, dans lequel de surcharge cognitive en coopération, dans lequel les joueurs et les joueuses vont devoir jouer, répondre à des objectifs de production énergétique imposés par un système, incarné ici par le téléphone ou par une appli, qui va nous demander de produire un certain nombre de cartes énergie, qu'on n'aura pas nécessairement en jeu, dans lequel les tours de table sont irréguliers et dans lesquels à chaque manche ou sa module, expérience, 16 expériences différentes proposées dans le jeu, 3 niveaux de complexité à chaque fois, on va être soumis à des règles et des dispositifs de coopération changeantes. Je le rappelle, c'est un jeu de surcharge cognitive, donc on a beaucoup de choses à faire en très peu de temps, avec des règles mouvantes et changeantes à chaque manche. C'est pourtant un jeu qui traite de l'énergie et qui traite de sa transition. D'un module à l'autre, les nouvelles règles vont s'imposer à nous. C'est pourtant un jeu qui traite bien de l'enjeu, mais sur quelle échelle le positionner? On a vraiment eu du mal. D'ailleurs, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Pourquoi on n'a pas réussi? C'est un jeu qui s'inscrit dans un dispositif très particulier du cirque opéra de la transition énergétique. Un dispositif itinérant de conférences artistiques mené par le pôle art et urbanisme, qui vise à explorer les défis de transition énergétique à travers des formes artistiques innovantes. Ici, le jeu In Extremis est conçu non seulement comme un outil, jeu ludique, pédagogique éventuellement, mais aussi expérimental et artistique. Il est largement documenté. Pascal Lenormand, énergéticien, a fourni un document et a conseillé les game designers dans la production et dans l'écriture du jeu. Il a fourni notamment un grand livret avant d'éteindre la lumière qui va expliciter chacun des 16 expériences dans le jeu, pourquoi il est ainsi et qu'est-ce qu'est la volonté de transmettre comme message. Cependant, le mode de jeu et le type de jeu en temps limité, parfois est aussi limitant pour percevoir cela en jeu. Aussi, quand on s'arrête à ça, on ne joue pas, on lit. Et là, effectivement, j'ai appris un milliard de choses. Mais je n'ai pas joué, j'ai lu. Et donc, pour revenir à notre échelle et à notre positionnement de classer des jeux, nous n'y sommes pas parvenus. Cependant, c'était une référence qui me semblait indispensable dans notre conférence. Oui, et puis il y a une vraie réussite. Chaque carte qui correspond à un type d'énergie a des propriétés qui correspondent vraiment au type d'énergie en question. Alors, je ne les ai plus en tête, mais un vrai travail de design qui fonctionne bien, c'est impeccable. Mais alors on n'y joue pas longtemps parce qu'effectivement sur surcharge cognitive ça fonctionne et au bout d'un moment on fatigue. Je ne suis pas sûr qu'on apprenne grand chose. On n'en sort pas forcément changé. Mais voilà, on est sur un jeu œuvre, un jeu conceptuel et vraiment intéressant, dans l'intention en tout cas. Nous arrivons au bout de cette conférence, il est temps de conclure. Le jeu et sa pratique, à notre sens, ne permettront pas une transition à eux seuls. Ouais, je sais, vous attendiez une telle conclusion peut-être. Cependant, ils sont peut-être des outils de prise de conscience, des outils utilisés par les pouvoirs publics parfois, ou par les interlocuteurs des pouvoirs publics, par les ingénieurs, par les game designers, à côté d'autres médias, les livres, la bande dessinée, le documentaire, les films. Le jeu a cela d'intéressant qu'il nous met en position d'acteur. Il a aussi ses propres limites qu'il va falloir challenger. On a besoin de nouveaux types de jeux qui ne se contentent pas d'informer, mais qui donnent aux joueurs et aux joueuses des outils concrets pour transformer notre monde. Et si on commençait à les imaginer ensemble? Et ouais. Si vous deviez concevoir des jeux encapacitant sur la transition énergétique, quels en seraient les principes? Mettons-nous à concevoir les jeux qui nous manquent.
Qu'attendez-vous d'un jeu sur l'écologie pour qu'il vous marque vraiment, pour qu'il transforme notre monde? Une dernière conclusion que Brendan m'a suscité. On peut aussi noter que pour les tenants de certaines trajectoires, notamment génération frugale ou coopération territoriale, la transition énergétique ne pourra pas advenir avec les règles actuelles de la société. Seule une révolution structurelle, systémique, du mode capitaliste par exemple, de la société permettra le type de transition. Des jeux incapacitants sont donc à attendre, à créer pour modéliser ces nouveaux scénarios de société. On peut conclure par dire que pour résoudre un problème, on ne peut pas résoudre, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Einstein, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Il nous reste une quinzaine de minutes pour des questions, peut-être revenir sur certains jeux, sur certaines notions. On va faire passer un micro pour que les captations puissent avoir les questions, sinon elles n'auront que les réponses. Ce serait dommage. Y en a-t-il? Ouais, alors je te donne le micro pour que tu puisses le confier. Merci à tous les deux pour cette conférence, c'était très intéressant et très référencé. Et moi je me demandais, vous parliez de biais de confirmation, par rapport au public à qui ça peut s'adresser. Alors chacun dans votre expérience, toi avec les élus et toi aussi à l'heure du jeu, j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, que ça s'adresse à des publics qui sont déjà sensibles à ces problématiques ou qui ont envie de s'informer en tout cas. Et du coup, vous, chacun dans vos expériences, quelles ont été vos expériences avec des publics qui n'étaient pas forcément réceptifs? Toi qui viens à l'heure du jeu plutôt, j'imagine, pour avoir un moment fun ou changer les idées. Et toi, peut-être des élus qui te disent moi, je ne suis pas élu pour jouer à un jeu ou quelque chose comme ça. Et du coup, comment vous avez pu aborder ces expériences-là? Alors, le jeu, on ne l'a pas fait jouer beaucoup. Et en fait, on n'a pas eu cette réaction de ça m'intéresse pas, le média m'intéresse pas, et puis le sujet m'intéresse pas. Non, ça a été la mise en situation a été appréciée. Après, voilà, les limites de l'exercice ont pu être aussi soulignées sur il faudrait plus de temps. Voilà, l'exercice n'est pas de leur faire la trajectoire qui sera dans le plan climat. Et ça, c'est un travail effectivement sur plusieurs semaines, un travail compliqué, complexe, fait par des techniciens, mais en lien avec des élus. L'enjeu, là, c'était de le faire toucher du doigt la diversité des leviers potentiels et la complexité de chacun des leviers. Donc, en ça, ça a plutôt bien fonctionné avec, malgré tout, effectivement, certains qui se sont vraiment pris au jeu, et puis d'autres qui restaient un peu à la lisière, mais qui ont malgré tout, je pense, au moins vu la complexité de l'exercice. Voilà. Ça permet au moins de proposer une situation. Mettez-vous dans la peau d'eux, et après, le participant, il va plus ou moins. Mais... Pour moi, comme metteur en jeu, je considère que un même jeu, selon le degré de sensibilisation ou d'information du joueur ou de la joueuse, effectivement, n'aura pas les mêmes capacités à transmettre les mêmes messages. Et oui, effectivement, en fonction du public qui reçoit le jeu ou qui y joue, il ne va pas se passer les mêmes réactions. Et il est possible qu'en jouant à Amazonie, on soit content d'acheter un jet privé. Et il est possible qu'en jouant à Daybreak, on ait juste joué des icônes et qu'on ait déplacé des cubes. Bien sûr. Et cependant, je note là, on est à Rennes en jeu, on a eu 4 tables de Daybreak en permanence pendant 2 jours, avec une file d'attente pour y jouer. Je suis sur un jeu initié expert. Je ne suis pas sûr que, seuls des militants acharnés aient été parmi eux. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère.
Bonsoir et encore une fois merci pour la conférence. C'était très intéressant. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup appris. Je me rends compte que le jeu va au-delà simplement du divertissement. Et j'ai presque envie de sortir un mot, une science du jeu, surtout dans la gradation que vous avez présentée là, de manière très intéressante. Donc ma question est la suivante. L'application aujourd'hui a été faite à la thématique des changements, une transition écologique, une transition climatique, etc. Ça veut dire qu'on peut faire le même exercice sur d'autres enjeux de société. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il existe un canevas, est-ce qu'il existe des ressources qui permettent d'extraire le schéma, le canevas pour chacune de ces échelles que l'on puisse ensuite nourrir avec des éléments d'autres enjeux sociétaux? Les auteurs Homo Ludens, par exemple, les auteurs le collectif qui a écrit l'article dont je cite et sur lequel on a construit cette échelle, cette graduation, véhiculent des exemples de jeux incapacitants et d'autres dimensions, notamment sur le rapport homme-femme, notamment sur les discriminations, sur ces enjeux de société. Où là, pour le coup, l'oppression, elle est individuelle, réelle, systémique. Et effectivement, il existe des jeux incapacitants et des jeux qui vont permettre de renverser, ou en tout cas de s'équiper d'outils pour dépasser cette oppression. Cependant, ni ce collectif, ni aujourd'hui, à ma connaissance, de game designers ont établi de canevas, de recettes à suivre sur lesquelles s'appuyer. Miguel Sicard et son collègue Douglas Wilson, dans leur livre Abusive Game Design, maintenant c'est personnel, pardon, je l'ai traduit en français, mon accent est lamentable, évoquent l'abusive game design, par exemple, et vont évoquer des éléments et de nombreux exemples pour l'illustrer. C'est une voie parmi d'autres, c'est une ressource parmi d'autres. Encore une fois, je vais renvoyer à une autre conférence, celle notamment d'hier matin, sur les codes du jeu de société et comment dépasser ces codes-là, où Henri Karmarek introduit de nombreuses questions, plus que de réponses, mais de nombreuses questions pour nous permettre de concevoir et imaginer des jeux différemment. Pour aller un peu plus loin dans ma question, est-ce que cette science du jeu se rapproche, je pense, des sciences comportementales au sens général? Où est-ce que vous la situez d'un point de vue académique, j'ai envie de dire? Alors, dans l'univers académique, les sciences du jeu sont rattachées aux sciences de l'éducation, qui sont elles-mêmes rattachées aux sciences humaines, dans lequel il y a des départements de sociologie, de philosophie, de psychosociologie, de psychologie, de pédagogie. Donc tous ces éléments-là, tous ces départements-là sont dans les sciences de l'éducation et également dans les sciences du jeu. Dans les sciences du jeu, on ne traite pas que du jeu de société. On traite du jeu au sens large, du jeu de simulation dans lequel on va jouer à la dinette, du jeu de cours de récréation, du jeu vidéo, du jeu expérimental. Donc on est vraiment sur les sciences du jeu au sens très large, et non pas les sciences du jeu de société. Cependant, de nombreuses recherches, j'ai évoqué Romain Pichon-Sainte tout à l'heure, par exemple, qui est un master de sciences du jeu, peuvent apporter des éléments et comment dire, il y a une vraie recherche universitaire. Il y a vraiment des choses qui se passent. Et c'est disponible et c'est consultable. Je pense qu'il y a une réaction dans le public qui voudrait préciser ma réponse. Juste devant toi, pardon. Je me permets de faire vite, Xavier, si tu me permets, parce qu'il me semble que vous attendez une réponse très concrète sur comment on pourrait adapter effectivement des systèmes de jeu à d'autres sujets, etc. En fait, à mon sens, ça ne peut pas exister au sens propre un truc générique, quelque chose de générique, parce que pour que ça marche bien, pour qu'une simulation soit adéquate, il faut vraiment adapter des mécaniques de jeu qui soient pertinentes pour simuler correctement. Voilà, bien adapté. Et en fait, ça, il faut faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, un auteur ou une autrice de jeux de société ou un game designer, comme on dit. Voilà. Et ces gens-là ont des compétences. Enfin, moi, je suis auteur de jeux de société aussi, et on acquiert des compétences avec le temps où on trouve les mécaniques les plus appropriées pour simuler ou pour parler de tel ou tel sujet, pour simuler tel ou tel aspect de la vie, de la société,
société, etc. Donc, à mon sens, il ne peut pas exister de canevas tout près où on met des données dedans. Il faut se rapprocher de quelqu'un qui s'est confronté à essayer de créer des systèmes autour du sujet et lui dire, voilà, moi je voudrais parler de ça, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Si Matt Leacock, il a été sollicité ou il a créé ce jeu sur le changement climatique, c'est aussi parce qu'avant, il avait créé un jeu qui était où on éradiquait des virus dans le monde qui se répandaient comme ça. Et donc, modéliser les systèmes au niveau mondial, il avait déjà bien travaillé sur le sujet et ça paraissait très adapté de le faire travailler dessus. Ouais, alors moi, je voulais rebondir un peu sur la première question. Par rapport à Daybreak, notamment. Donc effectivement, je suis assez convaincu que c'est des gens déjà sensibilisés un minimum qui vont aller sur ce type de jeu. Par contre, là où je pense que c'est intéressant, c'est sur le phénomène d'éco-anxiété. Ça, on n'en a pas encore trop parlé, je crois. Et je pense que pour sauver la planète, il faudra essayer de dépasser ça aussi. C'est un des petits paramètres, mais ça en fait partie. Et je trouve que ce jeu amène bien ce côté-là, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de leviers qui existent. Alors, on n'a pas gagné, mais n'empêche que voilà, c'était un gros point positif de ce jeu. Et je suis content qu'il ait le prix parce que c'est quand même un gros travail, même si c'est pas au top de la jauge. Mais c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, je trouve. La jauge n'est pas une échelle de valeur. Non, mais pour enclencher de l'action, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai qu'on est sur un sujet qui est particulièrement sensible. Les enjeux sont tellement énormes et nous dépassent tous individuellement et ça renvoie à des choses très, très mortifères. Hein. Donc effectivement, merci de traiter d'aborder ce sujet qu'on n'a pas forcément traité dans le cadre de l'intervention. Quand la fresque du climat est proposée, souvent les animateurs ne s'arrêtent pas juste à vous faites la fresque du climat et vous repartez avec votre morale dans les chaussettes et voilà. Souvent c'est complété par des modules sur et maintenant le passage à l'action. Comment est-ce qu'on va au-delà du constat, de la compréhension des phénomènes et du constat. Et effectivement, le meilleur remède à l'éco-anxiété, alors je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas parmi les remèdes à l'éco-anxiété, il y a bien sûr le lien social et puis il y a surtout être en mouvement, être soi-même, passer à l'acte. Et c'est là où effectivement Daybreak peut être intéressant parce qu'on se dit il y a un chemin possible, on peut gagner. Et c'est aussi la limite du jeu, c'est-à-dire que ouais, mais en fait, c'est les grandes puissances, c'est pas moi, je sers à rien. Et c'est ce qui a amené aussi les réflexions sur mais quelle serait l'échelle dans laquelle on pourrait se dire qu'on a un rôle à jouer et qui pourrait, on pourrait se dire j'ai un rôle à jouer et ça va compter. Voilà. Et Daybreak répond pas forcément à cette question-là. Quelqu'un veut réagir ou une question sur le côté? Merci. Merci pour tout ce qui a été dit, c'est vraiment très riche. J'apprends beaucoup de choses, ça nourrit des réflexions aussi. Et donc on a parlé tout à l'heure de la vulgarisation avec Daybreak, là où on voyait que s'il y avait une coopération, qu'on arrivait à aller vite et massivement, on pouvait gagner. Vous avez parlé aussi d'autres jeux de persuasion où on a des émotions fortes qui peuvent nourrir une force, un moteur pour agir. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui sont identifiés et qui pourraient être utilisés dans le jeu pour ce passage à l'action ? Pour construire cette conférence, on s'est appuyé, comme je l'ai dit, sur les deux articles que je mentionne. Homo Ludens, sensibilisation et conscientisation par le jeu. Et le livre apparaît d'Henri Karmarek, Ce n'est qu'un jeu. Dans ces éléments-là, on a puisé cette échelle et ce référentiel. Y en a-t-il d'autres ? Potentiellement. Les mailles sont déjà assez fines. Enfin, pour basculer d'une échelle à l'autre, il n'y a pas
enfin, parfois c'est très flou et même nous, on a eu du mal parfois à positionner un jeu sur un critère. J'ai l'impression que la question, c'est d'ajouter un critère supplémentaire, un levier supplémentaire, c'est ça, hein, pour permettre l'action. Oui, est-ce qu'il y a, enfin, dans ces articles ou dans ces revues, est-ce qu'il y a d'autres leviers qui sont évoqués qui pourraient être traduits dans un jeu? Alors, moi, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais ce que je comprends, c'est en quoi des expériences de jeu peuvent contribuer au passage à l'action. Et je me dis que, mais peut-être ça relève plus du jeu de rôle, vivre l'expérience de changement de mode de vie, par exemple. Tout à l'heure, on avait les 4 scénarios de l'ADEME, et avoir un jeu qui nous plonge dans le scénario 1 de frugalité, et de se dire qu'est-ce que gagner dans ce scénario, dans cet espace de jeu. Ça consiste à quoi de gagner? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que finalement je peux me projeter? Voilà, faire l'expérience 2 par le jeu sans qu'on soit dans des mécanismes de simulation ou de modélisation trop poussés, parce que c'est pas forcément très rigolo ou immersif, mais ça pourrait être un levier complémentaire qui n'a pas forcément été traité dans notre grille. C'est vrai. On a 1 minute avant de rendre la salle. Est-ce qu'il y a une autre question, une intervention? J'ai l'impression, peut-être. Merci. Moi, j'avais une question pour Brendan concernant le jeu qui a été utilisé avec les élus et autres techniciens. Est-ce qu'il y a une édition qui est prévue, ou est-ce qu'il y a éventuellement entre guillemets, des parties qui seraient organisées entre citoyens et leurs élus et les techniciens qui travaillent sur ces projets? Merci pour la question. En fait, on a été beaucoup pris par le temps ces derniers mois, donc le jeu il est un peu en jachère. Il y a des cartes qui ne sont pas très satisfaisantes, etc. Mais dans l'absolu, il faudrait continuer de le peaufiner. Et puis, pourquoi pas le faire jouer dans des cadres qui s'y prêtent. Voilà, il faut y consacrer un petit peu de temps et s'en donner les moyens, mais c'est une perspective intéressante. Okay. On surveillera ça de près. Merci à toutes et à tous. Il est l'heure. On a commencé un tout petit peu en retard, je suis désolé, mais il va falloir rendre la salle. Rennes en jeu, c'est encore 1h30 sur place. On est disponible, Henri Carmarek, moi-même et d'autres, le jury Lizzie Magui. Brendan peut-être un peu, même s'il a peut-être pouvoir quelque chose. On est en tout cas très heureux de vous avoir accueillis aussi nombreux et nombreux. Ça fait plaisir à voir sur des sujets comme celui-ci. Merci à vous.